Paul Newman, le mythique acteur américain, a vécu toute sa vie pied au plancher, souvent accompagné de sa mythique Rolex Daytona. Qui ne se souvient pas du film catastrophe La Tour Infernale, sorti en 1974, où Steve McQueen, une autre icône de l'horlogerie, lui donnait la réplique. Aujourd'hui, c'est Frédéric que l'on accueille, qui prend le temps de vivre, avec sa Rolex Daytona référence 116-500. Allez, je mets le contact, c'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Frédéric. Bonjour Xavier. Ça va bien? Oui, très bien. T'es à fond comme Paul Newman? À fond, ouais. À fond? Ouais. Et ben avant de commencer, d'être pied au plancher, est-ce que tu peux nous montrer cette superbe Bien sûr. Rolex Daytona? Merci. Magnifique. Donc c'est le tout dernier modèle, référence 116-500. Est-ce que tu peux, pendant que je l'essaie, si tu en es Bien d'accord, nous dire comment tu la résumerais en un adjectif? Alors, en adjectif, je dirais sport. Sport? Sport. Sportive? Sportif. Ouais. C'est pour cette raison que tu l'as acheté? Exactement. Côté, alors, raison, non, pas que sportif. Alors, elle est sportive, et quoi d'autre Elle est alors? sportive par rapport à son cadran, à ce qu'elle Ouais. peut rappeler sur des compteurs de voitures, Oui. bien sûr. Donc c'est toute la partie automobile que moi j'aime. Après, c'est coup de cœur. Coup de cœur sur la Daytona. Ça veut dire que tu l'as acheté sur un coup de tête? Alors, celle-ci, ouais. Sur un coup de tête. En fait, j'étais sur d'autres modèles avant. Oui. Mais on Donc, va tu dire que sais- ça fait 10 ans que j'étais un peu en train de zioter les Daytona. Oui. Sans que je puisse pouvoir me l'acheter parce qu'à l'époque c'était cher pour moi. D'accord. Jusqu'au Donc, après pendant 10 ans, tu l'as cherché, mais là, tu l'as acheté il y a combien de temps? là ça fait 2 ans. D'accord. Donc mais je regardais si tu veux en espérant un jour pouvoir m'en acheter une. Après il y avait un autre et quand celle-ci elle est sortie, j'en suis devenu complètement fou amoureux. Plus que des modèles d'avant. Ceux qui avaient la Exactement. fameuse 116-520 ou la 16-520 avec le calibre Exactement. d'une autre marque, tu avais la lunette en acier, en couleur acier. Voilà. Là, ce qui t'a plu, c'est la lunette noire? Ouais, qui est la lunette noire, le côté un peu, puis le cadran blanc comme ça, qui fait rappeler la Panda à un certain moment. Bien sûr. Et en fait, le côté que par rapport à l'acier, les micro-rayures qui deviennent pas beaux en esthétique, Ouais. et ben ce côté-là est retiré quoi. Et en fait, tu peux la porter vraiment tous les jours. Donc, c'est une combinaison, en fait, de finalement de deux choses. C'est-à-dire, pendant des années, tu y as pensé, Ouais. mais tu ne pouvais pas te l'offrir. Exactement. Concomitamment, au moment où tu pouvais te l'offrir, est sorti ce modèle-là que clairement tu préfères par rapport aux précédentes. Ouais, Ouais. ouais, carrément. Pour la lunette, pour effectivement les 3 compteurs Ouais. cerclés de noir. Ouais. Ah ouais, c'est pour ça, ouais. Ah ouais, c'est ce côté céramique noir comme ça ressorti, le petit cadran blanc et puis les petits contours comme ça noirs, je trouve ça magnifique. D'accord. Parle-nous un petit peu du bracelet, donc qui est un bracelet Oyster satiné et polymiroir. Ouais, Tu parlais des rayures sur le cadran. exactement. Alors Qu'est-ce ça que- c'est pour comment tu moi. lis un peu le bracelet? Alors du coup, ce qu'il y avait sur le cadran, en fait, on le retrouve maintenant dans les bracelets. Ça veut dire que il faut l'assumer. C'est soit on la porte et on est obligé d'avoir des micro-rayures, mais voilà, elle vit. Après, au bout d'un moment, elle vit. C'est le monde qui vit. Soit on la met en coffre et puis elle a jamais de rayures et puis donc Elle donne voilà. l'heure à personne. Hein? Elle donne l'heure à personne et elle ne donne d'émotion à personne. dans son Exactement, coffre. exactement. Moi, je préfère me dire, je l'ai. J'ai cherché on va dire, j'en ai rêvé pendant pas mal d'années d'en avoir une. Oui. Et avant celle-là, je ne portais jamais de montre. Ouais. D'avoir ça, il était impossible de la bloquer quelque part dans un coffre, dans ce que tu veux.
pour dire non, je la porte pas, j'ai peur de la rayer. C'est soit on vit avec, on prend des émotions comme tu dis avec, ou alors on n'en achète pas. Je comprends. Tu l'as depuis 2 ans. Honnêtement, elle est en bon état. Hein. La boîte est pas du tout abîmée. Bon, il y a les micro rayures classiques sur le bracelet. Tu la portes tous les jours? Pratiquement tous les jours. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu fais comme métier, Frédéric? Je suis fromager. Fromager. Donc tu as une boutique, un point de vente. Tu vends du fromage. Exactement. C'est ça. Et tu la portes tous les jours. Alors, si je suis juste à la vente, Ouais. je la porte. Ouais. Si je suis dans la partie où j'ai beaucoup de d'arrière-boutique, ça veut dire travail d'affinage et puis beaucoup de manutention, là je la prends pas. Ouais. Je la prends pas parce que j'ai justement au niveau du bracelet, j'ai pas peur de la rayer, mais au niveau du boîtier, j'aurais peur. Ouais. Parce je peux m'accrocher partout ou que de servir un client, c'est complètement différent. Tu prends, tu sers, voilà. Tu as une rayure, tu frottes vite fait sur un établi ou machin, ça c'est pas grave. Mais le boîtier, voilà, je préfère ne pas l'apporter à ce moment-là. Ouais, tu fais attention. Exactement. Tout à l'heure, j'introduisais les choses avec Paul Newman qui vivait à 200 à l'heure ou à 140 miles à l'heure, peu importe comment on le compte. Donc vraiment la vitesse, c'était un fan de sport automobile. Peut-être que c'est aussi ton cas, mais le fromage, si je ne m'abuse, c'est quand même sous une certaine forme l'éloge du temps, l'éloge de la patience, c'est etc. tout le contraire. Quel rapport tu as au temps justement dans ton métier et en quoi le fait d'avoir une montre qui est une belle montre qui, dans plein de domaines finalement, nous donne l'heure de façon moins précise que sur ton téléphone, tu vois, comment tu vois le lien entre horlogerie et fromagerie? C'est chaud, hein, ça, comme question, Ça, c'est les amis. Hein. compliqué comme question ça. Tu me remercies de te l'avoir posé. Exactement, Ouais. parce que je sais même pas si je vais pouvoir y arriver à la répondre. Écoute, je crois que je regarde même pas une seule fois le temps. Ouais. Je regarde si je vais regarder ma montre pour savoir quand j'ai plusieurs choses à faire dans la journée. Ouais. Comme je sais par exemple s'il me faut 2 heures ou 1 heure ou 15 minutes pour préparer tel produit avant de passer sur autre chose, je vais regarder automatiquement. Après, calculer le temps, je ne ferai pas. Ouais. Ok, mais ça c'est la partie calcul. Mais si tu prends l'affinage, un fromage ça s'affine. Ouais. Ça s'affine d'une certaine façon, sur une certaine Bien durée, sur un certain timing. Tu peux pas aller plus vite que le temps qui passe. Non, je ne peux pas aller plus vite. Bah, c'est un peu comme une montre. Exactement. Tu vois. La seconde, c'est la seconde. Le dixième de seconde, c'est le dixième de seconde. Exactement. Donc on est dans la notion de temps dans les deux cas. Exactement. Exactement. Ok. Tout est réglé de la même façon en fait. Elle est vraiment très très belle. Alors maintenant, donc tu nous as expliqué que ça t'a pris une dizaine d'années, tu vois, finalement de te décider, etc. Et donc pendant toutes ces années, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as fait? Tu as attendu le bon moment ou tu as attendu l'envie? Et l'envie, c'était un mix de, il y a un modèle qui me plaît plus que les autres et puis par ailleurs j'ai les moyens. Ou en attendant, tu as acheté une autre montre, un autre modèle pour te faire patienter? Oui, alors en fait c'était en 2012, oui effectivement j'ai acheté un modèle qui me plaisait aussi. En attendant justement en ziotant toujours dans le catalogue de Crésus ou Chrono 24 les prix, je regardais les prix, surtout de l'occasion d'ailleurs, je regardais jamais dans le neuf. Alors pourquoi? Parce que trop cher ou parce Trop qu'il y en a cher, pas? ouais. Trop cher et en fait il y a eu une époque où je me dis je regrette parce que j'aurais peut-être dû à la limite il y a des fois on se dit au lieu de s'acheter un crédit pour une bagnole ou autre chose, Ouais. j'aurais peut-être dû il y a peut-être 8 ans de le faire et parce qu'avant elle valait 8 000 €. Ça se trouvait à l'occasion 8 000 €. Aujourd'hui, on est à beaucoup plus. Tu parles de la Daytona ou d'un autre De la modèle? Daytona, Ouais. toutes les Daytona. Donc c'est aujourd'hui, maintenant avoir une Daytona, ça devient de plus en compliqué. Alors donc du coup oui, je suis passé sur ma première parce que j'en voulais absolument une, de toute façon de Rolex. Ouais. Donc celle-là, c'est ta deuxième Rolex. C'est ma deuxième Rolex. T'as revendu l'ancienne pour t'acheter la Daytona ou t'as Non, j'ai les deux? toujours. T'as toujours les deux? Toujours parce que voilà, c'est pour moi, ça se garde à long terme, à vie. Et puis
au jour où je la donnerai à mon fils. Et c'est laquelle? C'est la GMT2. GMT2, donc avec la lunette en céramique. La lunette en céramique, également. Également. Voilà. Et dans ton idée, tu disais tu la donneras à ton fils, tu as une approche patrimoniale des choses? C'est-à-dire que ça ne viendrait pas à l'idée de la... Enfin, sauf s'il y a besoin, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, mais bien sûr. Tu vois cette logique de transmission? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, plutôt oui. Que de la revendre pour faire des sous derrière, ça ne m'intéresse pas du tout. Ouais. C'est plutôt, là, c'est un plaisir de l'avoir, surtout la Daytona, c'est vraiment un grand plaisir. Là, je me dis, oui, Fred, elle a pris la valeur, tu devrais la vendre. Non, ça pas possible. Ouais, non mais ça c'est pas du tout mon point de vue. Peut-être que c'est le vôtre. Comment tu, même si aujourd'hui on fait pas un épisode sur la GMT Master 2. D'ailleurs, vous pouvez regarder l'histoire de Gilles avec sa GMT Master de 1970, 1675, très très intéressant dans un ancien épisode. Mais si tu devais vraiment très simplement comparer les deux montres, tu vois, comment tu pour toi, tu vois, comment tu les positionnes pour toi, ces deux montres? Alors, ces deux montres, il y en a une, elle est mixte. Ouais. C'est la GMT, elle se porte à toutes les façons. Donc, elle se porte soit en jean basket ou avec un beau costume. Ouais. Celle-ci, la Dayto, je suis plus côté dire vraiment décontracté. Ouais. Vraiment. Donc, ça veut dire que ça, c'était un peu tes critères de décision de la mettre ou pas la mettre. Exactement. Ouais. Et parce que une qui est trop classe, c'est je pourrais jamais la porter. Ouais. Parce que je suis tout le temps dans mon commerce, je suis tout le temps habillé des contrats, je suis toujours et ça irait pas avec ce que je fais moi. Ouais. Et puis ça va pas avec ma façon d'être. Ouais. Alors tu le sais forcément, vous le savez tous, hein, Rolex peut être à tort ou à raison décrié comme étant des montres, m'as-tu vu, finalement c'est cher pour donner l'heure, etc. Toi qui es dans un métier de proximité, au contact quotidien de tes clients, est-ce que tu as déjà été gêné? Est-ce que tu l'assumes parfaitement? Tu te poses jamais la question de ce que peuvent penser tes clients? Je me suis jamais posé la question. Et c'est comme si je l'avais pas en fait. Je la porte, je l'assume complètement. Et réellement, j'ai envie de te dire, moi je suis du côté si j'avais un employé qu'on avait une, mais je serais super heureux pour lui. Bah oui. Au contraire. Et je suis pas dans le côté ouais, il a une Rolex, je reviendrai plus. Je trouve que c'est même absurde. Donc là, non, je l'assume. J'ai jamais eu de réflexion, jamais eu de remarque. Je l'ai toujours assumé et je l'ai depuis le départ, de toute façon. Bien sûr. Et depuis que j'ai mon commerce, donc de toute manière, ils m'ont vu comme ça et ils me verront comme ça jusqu'au. Et pour toi, tu t'es acheté ça pour le bel objet, tu t'es acheté une Daytona pour un intérêt éventuel dont tu peux nous parler si tu veux pour le sport automobile. C'est pour toi une façon de te souvenir, tu vois, du fait que tu es entrepreneur, que tu t'arraches et que tu travailles beaucoup comme tous les commerçants. Bien sûr. Comment tu vois tout ça? Effectivement, là, moi je voyais la Dayto pour le côté sport, côté pour ayant avoir conduit par exemple des Porsche, c'est quelque chose qui fait qu'on retrouve ce côté un peu dynamique. Et ça c'est vraiment le truc que j'ai adoré. Effectivement, quand on a du mal à se faire plaisir sur autre chose, sur les restos, sur les choses comme ça, il y a un moment on se dit, je vais me faire plaisir, je vais m'acheter aussi ma Rolex. C'est des choses que je peux, il y a des choses que je peux pas faire, mais voilà, j'ai tout rassemblé pour là-dedans. Donc que ce soit pour moi ou même pour ma femme. Pareil. Donc ça veut dire que ta femme, parfois, tu lui fais plaisir ou elle se fait plaisir elle-même avec une belle montre? Je l'ai ramené pour ses 40 ans, je l'ai emmené en boutique où elle s'y attendait pas parce que ça lui faisait tellement plaisir. Donc maintenant super. Ça fait 6 ans, mais voilà. Qu'est-ce que vous êtes offert? Une petite perpétuale. Ouais. C'est une 36. Ouais. Et elle s'y attendait pas parce qu'elle pensait qu'on allait visiter le juste Rolex. Je suis rentré, j'ai dit, et la vendeuse, elle me dit, monsieur Vallon, asseyez-vous. Madame Vallon, bonjour, un café, un jus d'orange. Et elle avait les yeux tellement ouverts qu'elle ne savait même pas où elle en était. Donc ça, c'était splendide. C'est bon ça. Ah, c'est le meilleur, c'est un des plus beaux souvenirs. Quand tu dis petite
Perpetual. C'est dans le sens 36 mm, mais je suis pas sûr. C'était plus dans... c'est une petite Rolex. Ouais, c'est une petite Rolex pour femme. Ouais, mais pour moi, vous le savez, hein, les amis, il n'y a pas de petite montre. Non, c'est clair. Mais je parle mais... surtout au niveau taille par rapport à celle-ci qui est en 40, mais pour femme qui est en acier, en lunettes bleues, et qui, voilà, c'était vraiment son petit cadeau. Ouais. On a tellement galéré dans notre vie, où on s'est retrouvé si tu veux, à être très court. Il y a un moment, quand on peut se faire plaisir, on le fait. Ouais, c'est génial. Voilà. C'est vraiment sympa, ça. Exactement. Ok, revenons sur la Detto. Tu parlais un peu de voitures de sport, de Porsche, etc. Les courses Daytona, Le Mans, Indianapolis, c'est des choses que tu suis. Pour toi, la combinaison, parce que c'est souvent le cas, vous nous le direz en commentaire, la combinaison voiture de sport ou belle voiture horlogerie ou moto, le bel objet, sont des choses qui vont ensemble. Toi, tu es un grand fan de sport automobile? Ouais, quand même, ouais. Oui, j'adore ça. J'adore comme les courses de GT Tour que je regarde. D'ailleurs, j'ai un pote qui court dedans. Ouais. Et ouais, voir les courses. Alors parfois, ça passe souvent sur YouTube en live. Ouais. Donc je regarde beaucoup. Oui, ça me passionne beaucoup. Est-ce que tu utilises ton chrono? Rarement. La question que je pose Jamais. à tout le monde. Ouais, Jamais. Bien sûr. Jamais. Alors, je vais le faire tourner ouais. pour le délire de la regarder tourner. Ouais, donc c'est toujours un peu dommage sur un chrono d'avoir une grande aiguille des secondes qui ne tourne pas et on n'a que la petite trotteuse. Et ouais, ça c'est manifestement le cas pour toutes les personnes qui ont un chrono, sauf Xavier dernièrement sur l'épisode avec la Citizen Bullet qui justement nous disait qu'il s'occupait des temps de cuisson avec son chronographe. Tu vois, ça c'est... ça c'était pas fabuleux ça. Ça c'est un truc qui est intéressant. Si tu devais en choisir une, là c'est vraiment la question vache, hein, je lui pose à Frédéric, si tu devais en choisir une entre celle-ci et la GMT Master 2, pour des raisons quelconques, tu dois t'en séparer d'une. Ah, pour m'en séparer d'une? Ouais. Je crois que j'aurais tellement rêvé, espéré d'avoir que je lui revendrais la GMT. Ouais. Donc celle-là, c'est vraiment l'aboutissement d'une période où ça a été dur financièrement, personnellement, le commerce, tu t'es lancé, ça fonctionne, etc. Là, tu vois le résultat d'une tranche de vie difficile où vraiment tu t'es fait plaisir. Exactement. Et ben, je pense que c'est très sympa tout ça. Voilà une vraie histoire de tranche de vie qui marque une période de nos années. Et on va voir dans l'enfance de Frédéric, est-ce que tu te souviens de ta première montre? Bah, je m'en souviens de deux, parce qu'après j'en ai jamais eu d'autres. Si une, mais beaucoup plus tard, étant marié. Alors, mais la première, c'était une petite Casio, toute petite, rouge en plastique. Écran LCD à cristaux liquides. Exactement, à cristaux liquides. À cristaux liquides, c'était ça. Et je l'ai gardé une après-midi. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette montre? Disons que quand j'allais au parc, t'avais quel âge? J'avais peut-être 7-8 ans et je traînais beaucoup avec les copains au parc de Nanterre. Et je rentrais toujours très tard, mais vraiment très tard. Pour ça que tu as une montre pour rentrer à l'heure. Exactement, donc mon père m'a acheté une montre pour dire à 8h t'es rentré. Et moi comme un gros malin, j'ai enlevé la montre, je l'ai mis dans le bac à sable et je l'ai enterré. Et j'ai dit, et mon père était venu me chercher et en disant, en m'engueulant d'ailleurs, et je dis j'ai perdu ma montre, j'ai pas vu l'heure. C'est des belles esquives. C'est pas mal. Ah oui. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? T'en as eu une autre et t'as renouvelé l'affaire ou La deuxième, ça a été une calculatrice. C'était une Casio calculatrice. À l'époque où elle venait juste de sortir. Dans quelle année ça, grosse maille? Je me rappelle plus. Ça, c'est dans les années peut-être 88, 87, quelque chose comme ça.
Est-ce que je me demande, mais je me trompe, je crois que c'est une Seiko qu'avait Marty McFly Seiko, ouais, exact. Marty McFly dans Retour vers le futur, il avait une Seiko calculatrice, de mémoire, hein. Je peux me tromper, mais non, mais je crois que c'est ça. T'as raison, c'est une Seiko. Moi, ouais. je me semblait que c'était une Casio. La calculatrice, ça servait à quoi pour les examens de maths, à tricher? Parce qu'avant, personne ne connaissait la calculatrice, c'était tout nouveau, personne ne connaissait. Et je sais même pas si elle avait pas un petit truc qui sortait en même temps. Enfin, il y avait un peu du James Bond, on va dire. Ouais. Et elle servait à tricher parce qu'on n'avait pas le droit à la calculette. Et moi, je calculais avec. Donc 30 ans plus tard, tu reconnais exactement comme ça que tu trichais en classe de mathématiques. Exactement. Ouais. Ok, donc ça, c'est vraiment les mondes de ton enfance. Donc tu avais un peu une rébellion sur la notion de temps, ouais. etc. Et puis de l'autre côté, une façon, c'était une tool watch, vraiment un truc à utiliser. Et après, tu dis que tu en as une troisième ou une J'en ai une troisième, ça a été une Casio Edifice. Ouais, je vois pas à quoi ça ressemble. C'est une Casio, alors, ouais, c'est une Casio. La Casio, elle est donc en acier, un peu épais au niveau du boîtier. Ouais. Et elle a ce édifice et le côté un peu sport aussi. D'accord. Un peu, on revient encore un peu dans le sport où tu n'avais pas un chrono, mais tu avais des petits liserés rouges pour montrer un peu le côté sportif. Ouais. T'es en quelle année ça? T'avais quel âge? Alors ça, c'était il y a, je vais te dire, c'était peut-être en 2003, 2004, j'avais ça. D'accord. 2004, mais je ne l'ai pas gardé longtemps. Ouais. En fait, je crois que je l'ai toujours. Elle doit être dans un coin où je ne sais même pas où. Mais en fait, j'avais du mal avec les montres et je les portais pas. Pourquoi? Parce que je sais pas, les bracelets me convenaient pas, ça allait pas. Tu sais, ça bougeait beaucoup. C'est des montres qui étaient vraiment pas chères, ce que j'avais acheté. Donc c'est un peu comme les Festina, quoi. Tu portes ça. T'avais pas le réglage fin. Exactement. Du bracelet Oyster de chez Rolex. C'est ça que tu veux nous dire. Et en fait, t'as pas de confort. Et puis donc j'ai enlevé la montre et j'avais jamais de montre sur moi, jamais. Jusqu'au jour où un de mes potes avait une Submariner hors acier avec le cadran bleu, oui. Je trouvais qui était même magnifique. Oui. Et quand je l'ai essayé, quand il me l'avait prêté une semaine quand même, et j'ai trouvé ça magnifique. Ah, et là c'était le coup de cœur sur Rolex. Ouais. Et c'est comme ça en fait que tu es passé de une montre, c'est pas super confortable, etc. Exactement. En fait, j'ai compris. Une Submariner hors acier. Exactement. J'ai compris ce que c'était que des manufactures quand ils travaillent vraiment très soignés entre une version industrialisée, on va dire. On sait qu'on est dans deux mondes différents. Ouais. Et puis bon, après, elle est très spécifique. Hein, quand Bien même. sûr. Hors acier, fond bleu, ça se voit pas tous les jours. Non, ça se voit pas tous les jours. Tu as beaucoup aimé le modèle et tu l'as trouvé super confortable. Et je me suis même dit un jour, j'aimerais bien avoir celle-là. Bah alors, pourquoi tu l'as pas? Mais je suis passé sur la GMT, voilà. Comme ça, simple. Ah, il est en train de devancer la séquence. Ta prochaine montre, mais on vérifiera ça tout à l'heure. Tu sais que maintenant, avant la séquence ta prochaine montre, on va démarrer le célèbre quiz. Allez, c'est parti. Donc là, Frédéric, je t'ai concocté deux questions, ni simples ni compliquées. L'objectif est de passer un bon moment. Alors, c'est parti. Première question, Frédéric. Quel calibre chronographe automatique Rolex a-t-elle utilisé avant de développer le sien pour équiper les Daytona? Réponse A, Zenith El Primero. Réponse B, le Valjoux 7750. Réponse C, le Unitas 6497. Il me semble que c'est le C. Le C, c'est-à-dire le Unitas 6497? Ouais. C'est ton dernier mot, Frédéric? Oui. Et non, ce n'est pas ça. Non, Rolex a longtemps utilisé pour ses pré-Daytona des mouvements mécaniques. Ouais. Après sont venus les fameux Zenith El Primero retravaillés, mouvement automatique à 36 000 alternances, 5 Hz. Un mouvement mythique qui équipe encore beaucoup de Zenith, qui a équipé d'autres marques et Rolex l'a utilisé pendant des années. Avec la référence 16520 où justement c'était des Rolex Daytona avec calibre Zenith. D'accord. Frédéric, je mène 1-0. Il te reste une question.
pour pouvoir partir avec un match nul. Là, on part dans le sport automobile avec une question sur notamment l'endurance. Alors, laquelle de ces 3 courses a vu le jour en premier? Réponse A, les 12 heures de Sebring. Réponse B, les 24 heures de Daytona. Réponse C, les 24 heures du Mans. Alors tu peux essayer de deviner, peut-être le sais-tu, voilà. Alors, en premier, hein, Ouais, Le Mans. comme ça là, Ouais, direct. ouais. Bonne réponse. Le Mans. Bravo Frédéric, comment t'as deviné ça? T'as deviné, tu savais? Je le savais. Effectivement, Le Mans, lancé en 1923, la plus grande course automobile en endurance au monde, bientôt centenaire. Les 12 heures de Sebring, ça a été lancé en 1952. Donc c'est vraiment le temple du sport automobile américain. Et vous pouvez regarder dans les statistiques, c'est la course préférée des Américains. Ouais. Devant les 500 miles d'Indianapolis et les 500 miles de Daytona. Par contre, les 24 heures de Daytona ont été lancés en 1966. Depuis, ça s'appelle les Rolex 24 Hours at Daytona. Et est-ce que tu sais comment ça s'appelait avant? Un truc très très intéressant. On est quasiment dans le monde Rolex, en tout cas des aficionados. C'était le 24 Hour Pepsi Challenge. Finalement, c'est vraiment une affaire de Daytona. Tu as une Pepsi et une Daytona. Exactement. Voilà. Donc quasiment depuis les années 80, soit ça s'appelle Pepsi, soit ça s'appelle Ouais. Daytona. Je te souhaite qu'une chose, c'est d'aller voir une course là-bas et de passer un bon j'aimerais. moment à Daytona, hein, et de regarder cette course mythique. Allez, on enchaîne pour la dernière partie de l'émission. Ta prochaine montre. Donc là, tu as quand même 2 montres parmi les plus appréciées du marché, les plus demandées. Tu sais déjà que tu vas les donner à ton fils Ouais. un jour. Il faudrait quand même que tu en gardes une, quoi. Donc il faut que tu en achètes une 3e. Exactement. Est-ce que tu en as une en tête là? Tu as déjà réfléchi? Tu as de bonnes vibrations? Alors, j'avais déjà réfléchi, j'avais mis une réservation, mais à mon avis, c'est injouable. Donc, sur une 126-710. Qu'est-ce que c'est ça? Donc c'est J'ai- une référence Rolex, hein, bien sûr. Exactement. C'était la GMT, mais on va l'appeler en Pepsi. Bah, tu en as déjà une en Pepsi. Là, c'est les nouvelles avec le jubilé. Ah! C'est surtout avec le bracelet jubilé. Oh là là! Donc là, tu serais capable de racheter une GMT Master Ouais. 2, l'une avec le bracelet Oyster classique, et là Exactement. tirer sur la Jubilé. Ouais. Dites-nous les spécialistes de Rolex, hein, je peux me tromper, vous le savez, c'est pas spécialement mon truc. Est-ce qu'il y a une différence autre sur ce modèle que simplement un changement de bracelet? Pourquoi tu irais pas, ça s'achète pas un bracelet Jubilé neuf? Si, mais je sais pas. Je voulais ces nouvelles couleurs, enfin ces nouveaux couleurs. Et ouais, j'étais parti là-dessus. Après, En tout cas, attends, tu t'es mis en liste d'attente? T'es toujours en liste ouais, d'attente? mais non, ou pas? j'y serai pas. Tu seras pas. Non, ce sera des fausses listes d'attente. ça, on peut Je savais toujours pas que ça rêver. existait comme concept, on sait Ouais, jamais. il y en a, mais je pense qu'il faut quand même au moins être premier client dans ces boutiques-là. Donc, D'accord. après, j'ai pas mis d'options partout. Hein, Non, attention. mais oublie les options dans ton imaginaire. Après, tu as une tranche de vie qui Ouais. est l'aboutissement de. Après, en fait, si, il y a une autre marque qui me tâte aussi depuis longtemps, qui est beaucoup moins chère, mais en fait, qui est la petite sœur de Rolex. Oui, C'est Tudor. oui. Et j'aimerais en porter une pour vraiment, alors surtout avec le côté où ils ont 2 bracelets qui permet d'interchanger et de voir les 2 positions, comment vraiment la porter, voir la différence, voir le côté du bracelet qui met en supplément, est-ce que c'est beaucoup plus agréable, est-ce que si je veux ressortir au restaurant, je peux mettre celle-là et pas l'autre, enfin voilà, la Tudor aussi, c'est parce que je trouve que c'est aussi des belles montres. Oui, mais c'est des super. Ils ont des chronos qui est complètement différents que les Daytona. Ouais. Et Ouais, avec 2 cadrans et pas 3. Exactement. Tout à fait. Il y a des choses qui changent. Il y a la partie aussi de la
le côté Submariner de chez eux, alors je ne me rappelle plus de la version Black Bay, où il y a ce petit contour en marron qui est très belle, avec un bracelet marron. Je trouve que ça lui donne beaucoup de charme. Ouais. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Il n'y a pas besoin en commentaire. Hein. Tudor, ça a été longtemps perçu comme une sorte de sous-marque avec des mouvements de moins bonne qualité, moins fiables, moins précis, etc. Je pense que c'est quand même à vérifier. C'est tout le contraire. Étant donné les mouvements ETA, c'est quand même le fournisseur de l'industrie horlogère, même si ça a changé ces dernières années, mais depuis 130 ans. Moi, où je trouve que c'est intéressant aussi, Tudor, tu me diras ce que tu en penses, c'est que c'est clairement une filiale de Rolex et Tudor innove. Bien sûr. Innove, et je ne serais pas étonné que c'est une façon pour Rolex, qui est une énorme machine industrielle, de tester de nouvelles approches, de nouveaux matériaux, de nouveaux designs. Tellement c'est un enjeu, il ne faut pas se leurrer, faire évoluer une Submariner, c'est quand même sacrément compliqué. Quand on voit que quel que soit le modèle qui sort, il y a les pour, il y a les contre, il ne faut pas le faire. Regardez le sketch monumental avec le Cyclope sur la Sea Dweller, où beaucoup crient au scandale. Alors que je trouve moi personnellement que ça améliore et ça renforce la gamme des plongeuses de Rolex. C'est plus accessible, Tudor, c'est moins cher, il y en a. Qu'est-ce qui ferait que tu passes à l'action? Qu'est-ce qui ferait que je passe à l'action? J'ai jamais d'imprévu, ça peut le faire en coup de tête. Ça peut être demain. Ça peut être. Faut que tu fasses gaffe en fait. Faut pas être dans une boutique parce que. Exactement. En fait, c'est ça. C'est que voilà, moi je trouve que la gamme Tudor et puis en fin de compte, on peut pas dire que c'est une sous-marque et puis, moi mon avis à moi, on peut pas dire que c'est une sous-marque et puis moins en niveau fabrication moins bien parce qu'en fin de compte, tu retrouves des anciennes Tudor qui ont quand même 30 voire 40 ans. Et qui sont mais d'un état irréprochable et qui tournent feu de Dieu quoi. Quand tu as tout l'ADN de Rolex d'une époque avec un mouvement on va dire plus standard mais pour la plupart chez ETA qui sont extrêmement robustes. Ta réponse tout à l'heure au quiz avec l'Unitas 6497, ça a été racheté par ETA. C'est un mouvement qui existe depuis de mémoire les années 50 ou les années 70, vous me direz si je me trompe, d'une robustesse à toute épreuve. Et finalement, ce que tu attends toi tous les jours, et puis notamment dans ton métier, c'est de la robustesse. Tu cherches quelque chose de fiable, robuste, précis, et qui te donne de l'émotion. Exactement. Un peu comme quand on achète du fromage. Bah oui. On achète tout un savoir-faire qui est parti de quelques hectolitres de lait. Exactement. Eh bien écoutez, avec cette poésie, on en a fini pour cet épisode sur cette Rolex Daytona référence 16500. Je remercie bien évidemment Frédéric. Si vous aussi vous avez envie de participer, vous m'envoyez un email sur contact@dailyshoes.fr avec vos coordonnées, une photo de votre montre avec les références exactes, de quoi vous avez envie de parler, et puis je vous contacte, on discute, on voit si c'est possible, et puis si vous êtes sélectionné, eh bien vous ferez comme Frédéric, vous viendrez raconter votre histoire personnelle, pourquoi vous l'avez acheté, pourquoi elle vous plaît. C'est votre histoire et elle est forcément intéressante pour tout le monde parce que c'est la vôtre. Allez, à bientôt!